T'es dépaysé. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée municipale de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 14 février 2023. Il est 19h, je déclare ainsi la séance ouverte et permettez-moi de souhaiter bonne Saint-Valentin à tous. Il y a quelques gens présents dans la salle qui ont laissé la bien-aimée ou pas à la maison pour être présents avec nous, donc je vous en remercie. Nous avons fait de même de notre côté, j'imagine. Nous avons un conseil serré aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On a deux absents, donc Mme Sandra Mercier et Mme Isabelle Lapointe. Donc, c'est une petite séance ce soir. S'il y a des points, il n'y a pas beaucoup de points tendancieux, j'oserais dire. C'est des décisions assez faciles et administratives. Peut-être en entrée de jeu, je me permettrais de souligner la semaine de la persévérance scolaire cette semaine. Donc, c'est important que tout le monde comprenne que chaque geste compte pour stimuler la persévérance scolaire pour les étudiants et étudiantes qui sont dans leur cheminement. Donc, la Ville de Saint-Colomban est partenaire de cette semaine-là depuis notre arrivée en poste. Nous n'avons pas le petit écusson vert, malheureusement, mais nous le portons bien dans notre cœur. Moi, j'en ai plusieurs copies, mais je l'ai laissé en haut. Mais ça n'empêche pas d'être solidaire avec la cause. Je pense qu'en ces périodes de pénurie de main-d'œuvre et de perspectives un peu sombres en matière de recrutement, qu'on pense aux enseignants, dans le domaine de la santé, exactement, il y a beaucoup de crises de main-d'œuvre. Donc, c'est important de stimuler la persévérance scolaire pour s'assurer que nos jeunes, finalement, fassent des choix qui leur permettent d'être en plein contrôle de leur vie. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont participé à la fête hivernale. Ça a été encore une fois un très, très beau succès cette année. Donc, parmi les 8 jours d'ensoleillement de l'hiver, on a eu la chance de faire la fête hivernale sous le soleil et dans une température assez agréable pour glisser et faire des sports d'hiver. Donc, ça me permet de remercier l'implication des employés qui ont participé à l'événement. Les différents participants aussi, on avait des partenariats, notamment avec Poutine Fest et d'autres, et notamment Cycle Cadieux. C'était la première fois qu'on faisait une collaboration avec eux. Ils nous ont prêté gentiment des fat bikes électriques et des skis de fond avec des pots. Donc, c'était des produits qui arrivaient directement de Finlande, je crois. Donc, ils les ont offerts en test, en essai. Donc, pour en faire la promotion. Donc, c'est un partenariat qu'on va assurément vouloir prolonger dans le temps. Ça nous fait plaisir. Donc, un des propriétaires, c'est un ancien citoyen de la ville de Saint-Colomban qui ont maintenant racheté le commerce à Saint-Jérôme. Et ça fait partie de leur mission, finalement, de sortir à l'extérieur et de promouvoir leurs produits. La ville de Saint-Colomban va toujours être un bon partenaire pour faire la promotion d'activités extérieures. Maintenant, comme si vous le savez peut-être, le dossier d'intersection Montée de l'Église Rivière-du-Nord a fait les manchettes dans les dernières semaines. J'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le directeur régional, M. Stéphane Audet. Donc, je le revois à son bureau demain pour un autre dossier comme préfet de la MRC Rivière-du-Nord, mais assurément, je vais lui demander des suivis. Il avait des vérifications à faire et il m'a assuré de sa pleine collaboration pour accélérer les délais prévus concernant les travaux faits sur l'intersection Montée de l'Église Rivière-du-Nord. Ça me permet de rappeler à la population que ce sont des feux de circulation qui sont à prévoir. L'intention initiale du ministère des Transports du Québec, c'était de faire des travaux. Ça avait été annoncé d'abord en 2019 pour des travaux 2020-2021. On nous a annoncé que c'était pas avant 2025. On a eu des nouvelles comme quoi que c'était fort probablement 2024. J'ai partagé le fait que la Ville de Saint-Colomban était disposée depuis, et ça dès le départ, à accélérer les processus d'expropriation et qu'on était très, très disponible à travailler conjointement avec le ministère des Transports du Québec pour s'assurer que les délais soient les moins longs possibles, en comprenant bien c'était quoi nos parts de responsabilité et de travailler à les réduire. Donc, si c'est plus court pour une ville de faire les expropriations, on pense que ça devrait être dans notre cours. Et s'il y a d'autres choses qui sont plus rapides quand c'est pris en charge par le ministère, bien, ça devrait être le ministère qui le fait. Donc, dans la perspective où on sécurise cette intersection-là le plus rapidement possible, je vous rappelle que ça a été soumis à un rapport du coroner en 2014 suivant un accident mortel en 2013. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oblige quelque chose? Non, je ne crois pas. Donc, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.
On s'attend, comme j'ai dit, à des travaux en 2024 et je souligne aussi là, la grande ouverture de Stéphane Audet, le directeur régional. Je pense que moi, j'ai envie de lui faire confiance et j'ai envie de lui donner la chance d'accélérer les choses et de prendre ce dossier en charge pour que ce soit réglé dans notre cas une fois pour toutes. Ce que je voulais dire, c'est qu'en plus des feux de circulation, il y a une diminution des degrés de pente sur la côte, finalement, de la montée de l'église qui nous amène à la Rivière-du-Nord. Donc, je pense que c'est une diminution de 6 à 7 degrés, si je me rappelle bien. Évidemment, nous, il y a un ajout de pistes cyclables sur Rivière-du-Nord jusqu'à Pérideau, mais il y avait aussi un corridor cyclable qui est prévu sur montée de l'église qui nous amène finalement vers Mirabel. Il y a des voies de virage prioritaires et il y a un réalignement aussi de Rivière-du-Nord est par rapport à l'ouest, parce qu'actuellement, c'est un peu décalé. Donc, il y a un travail qui va se faire pour que ça soit un petit peu plus croisé comme intersection. Donc, ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions, il y a toujours la période de questions à la fin. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, à 1.2, adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Séance tenante. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. En 2.1.1, suivi. Toutes les questions avaient été répondues. Séance tenante le mois dernier. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Urbain, est-ce que vous voulez prendre parole ce soir? Donc, vous m'avez mentionné, mesdames, que ce n'était pas votre cas non plus. Madame Gravel, Madame Scriven. Oui, à vous la parole. Donc, bonsoir tout le monde. En fait, moi, je voulais simplement faire un rappel d'aller voir sur notre site Internet. Tout à l'heure, on parlait de pénurie de main-d'œuvre, de la difficulté d'embauche et tout ça. On a vraiment des beaux postes affichés à la ville, là, entre autres inspecteur en environnement, secrétaire administratif, coordonnateur, bibliothèque, assistant chargé de projet en génie civil. Donc, je vous invite à visiter notre site et à postuler si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Scriven. Mme Jessica Raby-Beaulieu, maintenant, District 7. Merci beaucoup. Alors moi, ce soir, je vais vous parler des activités à la bibliothèque. Tout d'abord, il y a l'exposition en cours de Sylvie Charbonneau, La puissance de l'amour et de la joie, donc très thématique avec la soirée de la Saint-Valentin pour vous en parler. Par la suite, il y a le Passeport pour Irlande. C'est une conférence tout en musique qui aura lieu le 1er mars à 14h. Et puis, je poursuis avec un concours qui a lieu Pan-Québec. En fait, c'est l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui chapeaute le tout. C'est un concours inspiré un peu à la thématique de Charlie à la chocolaterie. En fait, il y aura des billets d'or à trouver donc à la bibliothèque en vous rendant sur place. Les commis sur place vont être très 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 heureux de vous aider là dans vos recherches. Mais si vous trouvez le billet d'or là, il y a des chances supplémentaires de gagner des super beaux prix, des prix régionaux et des prix aussi à la grandeur de la province. Donc voilà, présentez-vous à la bibliothèque pour avoir plus de chances de gagner. On n'a pas d'idée des prix. Ah, oui, on a des idées des prix. J'ai pas faut pas le dire. Ben, écoutez, j'ai pas la liste complète. Je sais qu'il y avait des billets de spectacle, il y avait des prix aussi comme des tablettes électroniques, des choses comme ça. Ah. Mais je vous inviterai, monsieur le maire, à aller visiter le site Internet. Oui, OK, d'accord. Donc, c'est en cours du 12 au 25 février. Puis, donc, site Internet, évidemment, ou à la Bibliothèque de Saint-Colomban. Merci beaucoup, Mme Raby-Beaulieu. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est destinée au public dans le but de faire valoir son point avant la prise de vote des membres du Conseil. Donc, c'est une dernière intervention qui est destinée à la population dans le but d'influencer les membres du Conseil. Si jamais il y avait des décisions à l'ordre du jour ce soir qui méritaient une intervention de la part de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Mme Sénécal? Non plus. Merci. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de la Genève 21, local du mois d'octobre 2022. La rencontre s'est tenue le 24 octobre dernier. C'est un dépôt. 2.1.5, nomination d'un membre observateur substitut au sein du conseil d'administration du Centre d'entraide Saint-Colomban. Donc, Mme Lapointe n'avait plus de disponibilité dans les plages horaires soumises par le Centre d'entraide. Donc, on propose de la remplacer par Mme Scriven. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raby-Beaulieu, je le propose. Merci. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en janvier 2023. 2 séances, consultation publique le 10 janvier dernier et la séance ordinaire le 17 janvier 2023. Est-ce que quelqu'un propose?
Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.2.2, modification de la résolution 310-11-2021. C'est en lien avec la Société d'habitation, notre OMH, en lien avec la Société d'habitation du Québec. Donc, considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution précédemment nommée concernant la cession du lot 6 23 898 du Cadastre du Québec dans le cadre d'une régularisation de titre et la cession d'une servitude de passage sur le lot 5 335 626 du Cadastre du Québec à la SHQ, considérant qu'il y a lieu de modifier le 6e, 7e, 9e et 13e alinéa de la résolution. Il est proposé de modifier le 6e alinéa, considérant que la Société d'habitation du Québec demande à la Ville de lui céder une servitude de passage sur une partie du lot 5 335 626 du Cadastre du Québec, de modifier la résolution 310-11-2021 en remplaçant le 7e alinéa par le suivant. Considérant que la Ville accepte de céder une servitude de passage sur une partie du dit lot. Donc, on s'entend qu'on a ajouté une partie du dit lot dans les 4 paragraphes. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci. 2.3.1, dépôt du rapport de dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 janvier 2023. Ça correspond à un montant d'1 273 287,87 $. Est-ce que quelqu'un... c'est un dépôt, pardonnez-moi. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Ceci, ça correspond à un montant de 571 058,30 $. Ça fait référence au chèque numéro 34656 à 34758. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 2.3.3, avis de dépôt et dépôt de projet de règlement, règlement numéro 1002-2023-01, modifiant le règlement de tarification des services municipaux 2023. Annexe 1 et demande de démolition. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci. Donc, 2 modifications. Premièrement, on a un tableau en annexe là, qui est projeté derrière moi. Dans la version initiale, je crois qu'on chargeait des frais de location pour des locaux et le terrain de baseball aussi aux organismes reconnus par la Ville. Donc, on enlève ça. Donc, si c'est un organisme reconnu par la Ville, il n'y a pas de tarification qui s'applique. Et en deuxième lieu, une demande pour faire une démolition de bâtiment va être assujettie à une tarification de 1 000 $. Ça, c'est aussi en lien avec le nouveau règlement là, et le comité de démolition là, qu'on nous oblige de créer maintenant en vertu d'une nouvelle réglementation provinciale. Est-ce que c'est un avis de motion. Ce sera adopté le mois prochain. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 23 décembre 2022 au 1er février 2023. Donc, il y a eu une embauche, 3 nominations, un congé sans solde et une démission. C'est un dépôt. 2.4.2, mandat de la firme PFD Avocat dans le cadre du grief numéro 2023-0130. Considérant que la Ville désire mandater son procureur afin de représenter la Ville dans le dossier du grief précédemment nommé, il est proposé de mandater la firme PFD Avocat pour conseiller représenter la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. Évidemment, la présente résolution ne peut être considérée comme une renonciation au secret professionnel. Qui propose? Jessica Raviveau-Lieu, je vais le proposer. Merci, Mme Raviveau-Lieu. 2.4.3, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Donc, c'est relativement à l'abolition des postes de journaliers spécialisés en entretien des parcs et des espaces verts et la création d'un poste journalier en entretien général de bâtiments. Donc, on est dans le fait de nommer un poste d'une différente façon. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente numéro 2023-01 avec le syndicat. Est-ce que quelqu'un propose? Agnes Rubin, je vais le proposer. Merci. 2.4.4, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. C'est relativement à l'horaire de travail de Mme Roxane Terrien, secrétaire administrative au service du greffe. Mme Terrien avait eu droit à une entente en vertu de la loi sur les élections et les référendums municipaux, étant donné qu'elle avait été élue comme conseillère municipale de Mirabel. Elle avait le droit d'avoir une entente pour voir son horaire réduit. Là, maintenant, elle a une possibilité de faire plus d'heures. Donc, on vient rétablir un peu la lettre d'entente qu'on avait signée
quelques semaines après son élection pour lui permettre de faire plus d'heures. Est-ce que je suis dans l'erreur? Non. Ça calme. Puis c'est ça, c'est comme ça. OK, merci. 2.4, qui propose? Oui. Angela Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.5, autorisation de procéder à la création d'un poste de coordonnateur à la bibliothèque et aux activités culturelles. Donc, est-ce que quelqu'un propose ce nouveau poste, considérant le besoin grandissant au niveau des services offerts à la bibliothèque et évidemment l'arrivée éventuelle là, d'un CREALAB et d'une bibliothèque là, près de l'école Laurier-des-Bois. Donc, on s'attend à ce que la charge et la gestion de projet prennent de l'ampleur. Donc, on vient donner du support à la directrice. Alors, je vous le propose avec plaisir, M. le maire. Merci. 2.4.6, autorisation de procéder à la création d'un poste d'assistant chargé de projet en génie civil. C'est une résolution qui est en lien avec la résolution suivante. Donc, considérant le besoin grandissant au niveau des services techniques, des travaux publics et une modification des besoins aussi, j'ajouterais à l'intérieur du service, il est proposé d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste cadre de classe 1 d'assistant chargé de projet en génie civil au service des travaux publics. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 2.4.7, abolition d'un des postes de technicien en génie civil au service des travaux publics, considérant qu'un des postes de technicien en génie civil est vacant. Considérant que le conseil municipal désire procéder à l'abolition du poste, le tout en conformité avec les dispositions de la convention collective, il est proposé d'abolir un poste de technicien en génie civil au service des travaux publics. Donc, c'est un poste qui est vacant depuis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. On n'est pas capable de le combler parce que les exigences, finalement, ou ce qui est offert comme condition, je pense qu'on est sous le marché, fait que c'est pas intéressant. Fait que là, pour une des orientations qu'on a données comme conseil municipal en 2023, c'est d'éviter qu'il y ait des postes vacants, parce que ça, c'est des heures qui ne sont pas travaillées, donc des services qui ne sont pas rendus ou des projets qui ne sont pas travaillés. Donc, dans le but de réagir au fait qu'on a des postes vacants et qu'on n'est pas capable de les combler, on va jouer un peu dans la structure du service pour, d'un côté, se créer un poste d'assistant chargé de projet, puis en contrepartie, on vient abolir un poste de technicien en génie civil parce qu'on n'est pas capable de le combler, même si ça fait des semaines et des semaines que le poste est ouvert. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer avec plaisir. Merci. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de janvier 2023. La rencontre s'est tenue le 24 janvier dernier. 3.2, dérogation mineure 2023-20003-389-401 rue du Mistral. Madame Wilson, est-ce que vous voulez nous présenter le point, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Donc, dérogation mineure 399-401 rue du Mistral, considérant la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble suivant, donc le 2023-20003, matricule... Faut-tu que je dise ça? Identification du site concerné, c'est la première fois que je la vois comme ça, je m'excuse. Matricule 5870-30-78-88, cadastre 6 150 240, adresse 399-401 rue du Mistral. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre un mur sans fenestration en marge avant fixe pour un garage isolé, le tout tel qu'apparaît au plan projet 168-21 préparé par Jonathan Nantel en date du 1er juin 2022. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023 concernant la dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 26 janvier 2023 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2023-20003, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions relativement à ce point? Non? En ligne? Je vais présumer que non. Il est donc dûment proposé d'approuver la dérogation 2023-20003 telle que recommandée. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Darèche. 3.3, encore une fois, Mme Wilson. La présentation du plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et intégration architecturale au 323 montée de l'Église. Donc, je vais continuer avec ce que vous venez de dire. Considérant la demande de permis de construction pour les abris pour le marché public de la ville située au 323 montée de l'Église. Considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA,
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023 sous la condition que l'abri situé à l'extrémité nord-est soit implanté dans le même angle et le même degré que l'abri 10 par 30 situé à l'opposé de celui-ci. En conséquence, il est proposé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de construction d'abri pour le marché public ayant comme adresse civique le 323 Montée de l'Église, le tout tel que démontré au plan préparé par J. Talbot, daté du 12 décembre 2022, dossier numéro 22-12-10, et ce, conformément au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les PIA, le tout sans condition. Et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à délivrer les permis à cet effet. Merci beaucoup, madame. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Deray, je vais proposer. Merci. 3.4, session aux fins de parc. Merci pour cette présentation, mme Wilson, de ces 2 points. 3.4, session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2023-10001, création des lots 6 539 352 et 6 539 343 du Cadastre du Québec, Nadia Désiel. Considérant que la propriétaire a déposé une demande de permis de lotissement numéro précédemment nommé concernant les lots aussi qui étaient nommés dans la résolution, fait à partir du lot 4 570 224 du Cadastre du Québec et dont l'opération cadastrale est montrée sur le plan préparé par Normand Jean, arpenteur géomètre en date du 8 septembre 2022 sous la minute 10 519 dossier S39 654 7. Considérant que la demande vise à permettre de créer un lot en façade de la rue de la Céramique afin d'y construire une habitation unifamiliale, considérant que selon les dispositions de l'article 24 du règlement de lotissement numéro 600 de la Ville de Saint-Colomban, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession aux fins de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel exigeant en vertu de ce règlement, considérant que la contribution exigeant en vertu du règlement précité est fixée à 10 de la superficie du terrain assujetti à cette cession, comprise dans le plan, et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement de parc de terrain de jeu d'espace naturel ou de verser une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. Considérant que seul le lot projeté 6 539 342 est assujetti à la contribution, il est ainsi proposé d'exiger la contribution à des fins monétaires en fonction de 10 de la valeur du site. Cette valeur doit être établie conformément au règlement de lotissement en vigueur. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer. Je vais proposer. Ah, Mme Wilson a gagné la course. 3.5. Cession aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel et cession dans le cadre des secteurs centraux. Demande de permis de lotissement numéro 2022-10-017, création des lots 6 533 613 à 6 533 615 et 6 558 711 du Cadastre du Québec, Guylaine Tremblay et Pierre Archambault. Donc, considérant qu'il y a eu un dépôt pour une demande de permis de lotissement, tel qu'il est démontré sur le plan préparé par Alain Sanssouci, arpenteur géomètre en date du 10 août 2022, considérant que la demande vise à permettre de créer 3 lots en façade de la montée de l'église afin d'y construire des habitations unifamiliales. Donc, c'est situé un petit peu plus loin ici, là, vous les avez. C'est un peu avant ou après la crèmerie. Donc, on est près d'ici. Considérant que, selon les dispositions de l'article 24 du règlement de lotissement numéro 600 de la Ville de Saint-Colomban, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession fin de parc de terrain de jeu d'espace naturel exigeant en vertu de ce règlement. Considérant que la contribution exigeant en vertu de l'article 24 du règlement précité fixe à 10 de la superficie du terrain assujetti à cette cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement du parc de terrain de jeu d'espace naturel ou de verser une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris. Considérant qu'en vertu de l'article 24.3 du règlement 600, une cession supplémentaire d'une superficie de 10 du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale est requise parce que c'est situé dans un secteur central. Considérant qu'il est proposé de céder le lot projeté 6 558 771 équivalent à 10 de la superficie des terrains assujettis, soit une superficie de 1591,4 mètres carrés. Il est proposé d'exiger à titre de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel en vertu de l'article 24 du règlement 600 dans le cadre du permis de lotissement 2022-10-017 une somme équivalente à 10 de la valeur du site. Cette valeur doit être établie, évidemment, comme le point précédent, conformément au règlement de lotissement en vigueur. Il est aussi proposé d'exiger à titre de cession dans le cadre de l'article 24.3 du règlement 600 la cession du lot projeté 6 558 771 de mandater un notaire
et d'autoriser le maire ou en son absence à assigner tous les documents requis à l'acquisition du lot 6 558 771. Est-ce que c'est conforme? Monsieur Laurent Taillefer, est-ce que vous voulez vérifier pour pas qu'on ait à faire une modification de réseau? C'est marqué 711. C'est 711. Donc, il faudrait modifier la résolution. Ah, le titre est bon, mais dans les paragraphes, ce n'est pas bon. On va corriger ça. Donc, le lot est bel et bien le 6558711. C'est bien, non? Ça vient de nous éviter une résolution de correction le mois prochain. Donc, est-ce que quelqu'un propose tout ça? Daniel Deray, je propose. Merci. 3.6, prolongation du délai de validité de la résolution d'acceptation du plan projet de développement du projet domiciliaire relatif au prolongement de la rue Normand. Donc, considérant que le conseil municipal avait accepté à l'époque le plan image de développement en fonction de la résolution 048-02-2019 par la résolution et prolongé par la résolution 085-03-2021, considérant que la validité de cette résolution était d'une durée de 2 ans et que cette dernière est venue à échéance le 12 février 2023, considérant les délais de délivrance de certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, considérant que les requérants désirent un prolongement de l'acceptation du plan image pour une durée d'1 an afin de finaliser les plans de devis, ainsi que les transactions d'acquisition, il est proposé de prolonger le délai de validité, la résolution 048-2019 d'1 an, faisant en sorte que l'échéance afin d'effectuer, ça ne devrait pas être la résolution 085-03-2021 que l'on prolonge d'1 an, Monsieur Laurent Taillefer? Ou c'est la résolution initiale qu'on reprolonge encore une fois? Ou on prolonge le prolongement? On prolonge le prolongement. Peu importe, on va l'arranger pour que ça soit... OK. Pour que ça corresponde au 12 février 2024. Donc, au niveau stratégique, pour la Ville, évidemment, à chaque fois qu'on se fait demander si on prolonge une résolution, il y a une réflexion qui se pose. Dernier mois, vous avez le projet en question. Donc, vous avez un petit bout de rue de la rue Normand. Ici, c'est la rue Marc-André, Domaine Lebeau. Et ici, c'est Bois-Dormant. Donc, pour nous, là, c'est très, très stratégique, la rue Normand, parce que ça va permettre, finalement, de venir boucler ou venir intégrer beaucoup de, on appelle ça des thermomètres, là, des bouts de rue, qui viendraient se rattacher, finalement, à un réseau qui va éviter, finalement, des gens, le fait de voir des gens revenir ou rouler sur un terrain, finalement, sur un projet résidentiel complet pour accéder à une artère principale. Donc, on a Saint-Paul en haut, on a Saint-Nicolas ici. Donc, en développant cette rue-là, on donne une chance. Ce n'est pas toutes les rues qui vont déboucher. Là. Il y en a quelques-unes qui vont le faire. Je crois qu'on a Bédard, on a Albert-Raymond, puis je pense qu'il y en a une ici aussi. Non? Oui, je pense qu'il y en a une des deux là, qu'on va être capable de prolonger. Il y a quand même... Sylvie, merci beaucoup. Il y a quand même des complexes de milieux humides là, qui vont être protégés, qui ont été démontrés comme étant protégés dans ce qu'on a vu, là, nous, comme document. Fait qu'il va y avoir une section qui va être accessible par ici, qui va déboucher ici. Là. Vous voyez, on a un cadastre de rue ici là, qui mène nulle part actuellement. Donc, ça va venir se coordonner. Puis, il va y avoir vraiment une coordination aussi avec les projets qui sont en amont, là, Albert-Raymond notamment. Donc, c'est pour ça... Marc-André ici. Ça, c'est Geneviève, finalement. Si je ne m'abuse. Ou c'est... Geneviève ou de l'Épée. Marc-André, mais ça vient déboucher Ouais. à ce point-là. Fait que c'est très, très stratégique pour nous. C'est pour ça qu'on on priorise le prolongement parce que c'est important. Ça va désenclaver énormément de rues qui sont dans des cul-de-sac actuellement. Fait que c'est pour ça qu'on prolonge. Est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Daniel Deray, je propose. Merci beaucoup. 3.7, adoption de la politique 8025 relative à la gestion des plaintes et respect des règlements municipaux. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci. 3.8, adoption du règlement numéro 3001-2022-23, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier les limites des zones H1 63, C6 64,
H139 est de créer la zone P175. Ça avait été présenté en consultation publique et dans les 2 dernières séances municipales. Donc, l'avis de motion avait été donné le 13 décembre dernier par Mme Wilson. Le projet de règlement avait été adopté en premier lieu aussi le 13, le second le 17 janvier 2023. Considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le vendredi 16 décembre 2022, considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du 16 décembre au 24 décembre 2022, considérant qu'au 24 décembre 2022, aucune demande valide n'a été reçue, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2022-23, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, afin de modifier les limites des zones H163, C664 et H139, et de créer la zone P175, dont ça concernait, 2 parties de territoire. D'abord, le P175, c'est pour permettre un zonage qui va rendre possible la construction de la 2e bibliothèque préalable en face de l'école Laurier-des-Bois. Puis ici, là, on avait l'opportunité finalement de changer le zonage pour protéger un boisé qui était ici. Parce que historiquement, il y avait l'usage C6, donc c'est quand même du commercial lourd. Puis si on voulait faire respecter la réglementation, c'était comme de forcer finalement le propriétaire à être obligé de raser une partie de forêt qui était ici pour qu'il puisse continuer son usage. Fait qu'on a décidé de prolonger la zone qui était déjà sujette à un usage commercial lourd là, qui était fait depuis des années et des années. Donc, on avait le choix soit de faire conformer le propriétaire, donc de le ramener dans ses frontières puis de générer finalement une coupe de forêt, ou de régulariser la situation en fonction de ce qui existait sur le terrain. Puis le conseil a décidé de régulariser puis de sauver finalement un boisé d'une coupe certaine. Donc, ce zonage-là vient être zoné résidentiel, mais qui ne sera jamais développé parce qu'il n'y a pas de rue qui peut le faire. Donc, on a sauvé finalement une coupe de forêt. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 3.9, avis de motion, règlement numéro 3015 relatif à la démolition d'immeubles. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Valérie Gravet, je vais donner l'avis de motion. Merci. 3.10, adoption du premier projet de règlement numéro 3015 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que l'avis de motion a été donné séance tenante, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3015 relatif à la démolition d'immeubles, de tenir une assemblée de consultation publique le 7 mars 2023 à compter de 17 heures. Et je suis en train d'ouvrir le document. C'est pas très compliqué. On donne finalement, dans le règlement, il y a toute la procédure à suivre lorsqu'on fait une demande de démolition, puis qu'est-ce qui doit être soumis au comité. La grosse décision, c'est finalement le comité va être constitué du conseil municipal. Donc, on aurait pu créer un tout autre comité, mais on a décidé que la décision de démolir ou pas revenait au conseil municipal. Donc, c'est les membres du conseil qui vont avoir à décider si ça se fait ou pas. Puis là, il y a différents articles là, qui viennent stipuler comment ça doit fonctionner. Je pense, M. Laurent-Taillefer, vous pouvez confirmer, vous vous êtes influencé de règlements qui existaient dans d'autres villes. Oui, effectivement. Puis, je rajouterais un point, Allez-y. c'est que ça vise les immeubles patrimoniaux. Là. Donc, c'est pas toutes les démolitions d'immeubles sur le territoire. Là. C'est les immeubles patrimoniaux. Et c'est une exigence qui est légale là, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On avait jusqu'au mois d'avril 2023 pour constituer un comité de démolition. Puis la définition d'un immeuble patrimonial sur le territoire, c'est un bâtiment construit avant 1940. C'est bien ça? En fait, c'est tout ce qui peut être cité patrimonial, soit par la législation provinciale ou municipale. Et tous les bâtiments, la MRC doit faire un inventaire de tout bâtiment qui a été construit avant 1940 et ceux qui représentent un intérêt patrimonial peuvent être inscrits dans l'inventaire et ceux qui sont inscrits dans l'inventaire sont des immeubles patrimoniaux, donc visés par le règlement 3015. Excellent. Merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un propose le premier projet? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 3.11, octroi de contrat, service professionnel en hydrogéologie pour les puits de l'aqueduc La Rochelle. Donc, constatant que la Ville, par sa résolution 289-10-2021, octroyait le volet 1 du contrat de service professionnel en hydrogéologie pour les puits de l'aqueduc La Rochelle. Considérant que l'étude hydrogéologique recommande de façon favorable la réhabilitation du puits. Considérant que la Ville souhaite octroyer le volet 2 du dit contrat, considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Groupe Aquifer Incorporé au coût de 36 705 $,
excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 23 septembre 2021, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 476 711, poste 2019-20. Qui propose? Agnes Scriven, je vais le proposer. Merci. 3.12, octroi de contrat enfouissement des matières résiduelles non compostables. Constatant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'enfouissement des matières résiduelles non compostables. Constatant le résultat de l'ouverture des soumissions du 6 février 2023, donc nous avons eu une entreprise, WM Québec Incorporée, au montant de 308 000 $. Constatant que les années subséquentes de 2024 à 2027, le contrat sera indexé conformément à la formule prévue au contrat. Donc, on a le prix pour l'année 2023 et ensuite, il y a une indexation. Considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d'octroyer pour 2023 le contrat à l'entreprise WM Québec Incorporée, ce conformément à leur soumission datée du 6 février 2023, au montant de 308 000 $, excluant les taxes applicables, et d'octroyer pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027 le contrat à l'entreprise WM Québec Incorporée, ce conformément à leur soumission datée du 6 février 2023, selon les prix indexés pour chacune des années, conformément à la formule d'indexation prévue au contrat, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 451 02 446. Donc, pour ceux qui suivent les assemblées municipales, on avait reçu un prix en décembre, M. Laurent Taillefer. En novembre, donc qui était un prix beaucoup plus élevé que ça. Donc, étant donné qu'il y avait un seul soumissionnaire, on est entré dans un processus de négociation qui a mené finalement à rien. On est retourné en appel d'offres. Et par le hasard des choses, on a reçu un prix beaucoup plus intéressant. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, M. le maire. Merci beaucoup. 4.1, autorisation de partenariat. Avant que vous alliez plus loin, Oui. moi, je vais, par apparence de conflit d'intérêt, puisque c'est mon employeur principal, je vais me retirer. Merci beaucoup. Autorisation de partenariat avec l'École Saint-Gabriel pour la disposition des livres usagés. Donc, considérant que la Ville a été mise au fait que le centre d'entraide recevait un volume important de livres usagés, mais qu'aucun débouché réel pour les valoriser n'a été trouvé. Donc, sommairement, ça voulait dire que les livres, s'ils ne sont pas séparés de leur couverture, sont destinés à être enfouis. Donc, c'est un travail quand même assez important, le fait de séparer le papier, souvent de la couverture qui peut être plastifiée. Puis quand les centres de tri, de recyclage reçoivent ça, ben ils n'ont pas la technologie ou le temps de séparer le papier de la couverture, fait que ça finissait dans le site d'enfouissement. Voulez-vous l'expliquer, Mme Rémy-Beaulieu? C'était mon idée principale, mais j'ai oublié de vous la partager avant la séance. Êtes-vous Absolument, ça va me faire plaisir. Allez-y. Oui, merci. Vous avez déjà bien expliqué le processus. En fait, j'aimerais simplement préciser, dans le fond, que le centre d'entraide reçoit un grand volume de livres usagés. Certains sont revalorisables, certains ne le sont plus, sont arrivés en fin de vie. Puis c'est ces livres-là, en fait, qu'on souhaitait là, trouver un débouché autre que le site d'enfouissement. Donc, par un heureux concours de circonstances, on a trouvé là une façon d'arrimer tout ça. Dans le fond, donc, il y aurait un partenariat. Est-ce que vous voulez que j'explique tout ça? Allez-y. OK, parfait. Dans le fond, donc, il y aura un partenariat, dans le fond, qui va être proposé là, avec l'École Saint-Gabriel afin que les étudiants puissent traiter les 10 livres et puis les recycler. Puis ainsi, je pourrais dire déjà favoriser l'entrepreneuriat parce qu'ils vont revaloriser cette matière-là et également là, obtenir un certain moyen de subvention pour l'école avec ça. Donc, pour nous, ça génère une économie à ce niveau-là là, et surtout une visée environnementale. Puis je pense que ça contribue là, à la communauté. Donc, ça serait mon explication. Oui, ça fait partie, moi j'ajouterais, ça fait partie des objectifs que nous avons de détourner de la matière des sites d'enfouissement. C'était compliqué pour nous d'envoyer ça dans le recyclage parce que nous avons appris, j'imagine comme certains d'entre vous, que des livres, ça ne se recycle pas automatiquement, même si c'est du papier. Donc, il y a une opération à faire. Puis, cette école-là, il y a des classes qui prennent le temps, finalement, de séparer le papier des couvertures. Puis, comme Mme Rémy-Beaulieu, ça leur permet aussi, ça peut leur permettre de générer des revenus. Fait que pour nous, c'est quand même important de jouer un rôle social dans le fait de favoriser, finalement, la prise en charge d'un modèle, sans dire rentable, là, mais d'un modèle économique ou d'encourager, finalement, des initiatives dans une école.
Puis ultimement, nous, notre objectif, c'est de détourner le plus possible les matières des sites d'enfouissement. Fait que ça répondait à plusieurs objectifs conjoints avec l'École Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse. Donc, puis ça nous permet aussi d'améliorer notre bilan au niveau des redevances parce que le gouvernement du Québec a changé sa façon de calculer les redevances. Il faut qu'il y ait une progression, donc des efforts qui soient faits de la part des villes pour changer ou faire varier le bilan au niveau soit du recyclage ou des matières dirigées vers des sites de compostage. Donc, pour nous, c'est un exemple très, très, très concret qui entre dans cette perspective-là. Puis le calcul va être considéré. Donc, l'impact, c'est que ça augmente les redevances qu'on peut recevoir du gouvernement du Québec parce qu'on redirige des matières ailleurs qu'à l'enfouissement. Donc, il est proposé ainsi d'autoriser la directrice du service des travaux publics à mettre en place des mesures afin d'autoriser le partenariat de récupération des livres usagés avec l'École Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse qui, mais là, Mme Wilson aurait pu le témoigner, là, on aurait pu faire appel à son expertise. Mme Wilson, évidemment, est enseignante à l'École Saint-Gabriel, mais pas du tout en lien avec les classes touchées. Mais par apparence de conflit d'intérêt, elle préférait se retirer. Mais ultimement, il y a des classes spécialisées. Là. C'est soit des déficits, des déficits d'attention, des autistes, des trisomiques, donc qui font le travail. Ça leur permet justement de valoriser ça, puis de faire des revenus, puis de financer des activités parallèles. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravé-Beaulieu, je le propose. Merci, M. Urbain. Est-ce que vous voulez enfreindre la loi non écrite de ne jamais accéder à la toilette des femmes? Merci beaucoup. 4.2, autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec relativement à la prise en charge de l'entretien estival de la montée de l'église, section MTQ. Évidemment, section MTQ, c'est de partir de Mirabel jusqu'à Côte-Saint-Paul. Donc, c'est pas la première fois qu'on signe une entente comme ça. Notre dossier en référence, c'est le M880723MU01. Donc, il s'agit d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente relative à la prise en charge de l'entretien estival de la montée de l'église. Je veux juste toutefois souligner un point particulier cette année, puis j'en parlais au départ. Donc, dans les années précédentes, juste un instant, nous avions à prendre en charge la réfection des nids de poules sur de l'église. Toutefois, dans cette entente-ci, donc pour l'année 2023, les seules tâches qui nous incombent, je vais vous en faire, est-ce qu'ils sont nommés derrière moi? Oui, balayage et nettoyage de la chaussée, entretien des fossés, donc fauchage, et le marquage. Donc, il y a deux types de marquage, là. Il y a un marquage pour les lignes et les traverses, là. Donc, on prend ça en charge, mais fait à noter, cette année, les nids de poules vont être réparés par le ministère des Transports du Québec directement. Donc, il y en a 7 présentement sur la petite section qui n'a pas été refaite. Puis j'avais une question, je peux peut-être en profiter, là. L'année passée, cette section-là n'avait pas été refaite parce qu'évidemment, on s'attendait à ce que l'intersection soit refaite cette année. Fait qu'on ne voulait pas refaire. Évidemment, c'était pas prévu de refaire une section qui était pour être défaite en grande partie à cause de l'intersection. Mais évidemment, l'an passé, on ne savait pas qu'on se ferait dire que les travaux se feraient fort probablement en 2024, sinon 2025. Donc, on va s'attendre à ce que le MTQ soit très, très, très proactif à réparer les nids de poules sur l'espèce de, 50 pieds? 50 pieds, hein? À peu près 50 pieds qui n'a pas été repavé ou réparé depuis les 2 dernières années. Est-ce que quelqu'un propose cette entente-là? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.3, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre programme Expérience Emploi Jeunesse. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Expérience Emploi Jeunesse, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, il est proposé d'autoriser la directrice du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et des loisirs et d'autoriser la directrice du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Valérie Gravèche a proposé. Merci, Mme Gravel. 4.4, octroi de contrat, fourniture et transport de pierre. Donc, on a reçu 2 prix
On avait sollicité toutefois 3 entreprises, Uniroc, Carrière-Laurentienne, Sable, LG. Donc, 2 prix, c'est projeté derrière moi, Uniroc et Carrière-Laurentienne. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc au montant de 81 078 $ excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du 3 février 2023 et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 621. Qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.5, octroi de contrat mise aux normes du barrage du lac Lheureux, ING SP 2022-52. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la mise aux normes du barrage du lac Lheureux, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 14 février 2023, donc c'est un peu plus tôt aujourd'hui, on a reçu 6 prix conformes. Donc Limoges et Fils, Pronex Excavation, Gelco Construction, Simota, Environnement routier énergie, Ross et Englin Limité. Donc vous voyez les prix derrière moi, là, ça varie de 1 295 399 à 2 621 820. Donc, considérant la recommandation du directeur général adjoint, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Limoges et Fils, et ce conformément à leur soumission datée du 14 février 2023, au montant d'1 295 349 $ et 43 sous, excluant les taxes applicables et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2030-2022-01 au code budgétaire 2022-351-711, projet 2016-11. Donc, ça vous témoigne que nous étions sur ce projet-là depuis l'année 2016. Pour différentes raisons, ça s'est prolongé. Et là, en octroyant le contrat pour en faire la mise aux normes, on peut s'attendre à ce que les travaux se fassent en septembre. Ça va être en période d'étiage. Donc, août-septembre 2023. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Normand, je vais le proposer. Merci. 4.6, octroi de contrat, resurfaçage d'une partie de la Côte-Saint-Paul, ING SP 2023-005, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le resurfaçage d'une partie de la Côte-Saint-Paul. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 2 février 2023, nous avons reçu 6 soumissions. Uniroc Construction, pavage Multipro, LEGD, pavage EPRO, Construction Anor 1992, les entrepreneurs Bucaro. Donc, 6 prix qui varient de 838 222 $ et 90 sous à 1 719 950 $. Ça, c'est pour les mêmes travaux. Hein? On a pratiquement 1 million de dollars de différence. On est content que ce ne soit pas le dernier prix qui a soumissionné à lui seul. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc Construction et ce conformément à leur soumission datée du 2 février 2023 au montant de 838 222 $ et 90 sous, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2031 au code budgétaire 22-300-69-711, projet 2021-21. Je tiens à informer les gens dans la salle et à la maison que ce projet-là est soumis finalement à une subvention obtenue dans le cadre du PAVL, donc du programme d'aide à la voirie locale offert par le gouvernement du Québec, qui viendra couvrir jusqu'à 70 ou 80 % des coûts. Donc, ça, c'est grâce finalement à la mise en œuvre du PIRL, P-I-I-R-L. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que veut dire un des I, mais c'est Programme d'investissement d'infrastructures routières locales. J'ai un DI que je ne me rappelais plus. C'est une démarche qui avait été faite à la hauteur de la MRC Rivière-du-Nord, que nous n'avions pas dans le passé. Intervention d'infrastructure, merci beaucoup. Donc, c'est un programme sur lequel on n'avait pas accès, pour lequel on a déposé notre plan, le plan qui accompagnait le programme l'an dernier, qui nous donne accès à des subventions qu'on n'avait pas dans le passé. Puis ça vient financer jusqu'à 80 % des infrastructures. C'est quand même majeur. Ça va avoir un impact sur le seuil d'endettement de la Ville. Puis c'est soumis aux routes principales, beaucoup. Donc, les travaux sur Saint-Paul, les travaux sur Saint-Nicolas, Rivière-du-Nord, Montée-Brisebois, Montée-Filion, je pense que c'est inclus. Une partie de Montée de l'Église. Donc, tout ce qui concerne nos rues principales ont été analysés, étudiés par une firme spécialisée. Puis tous travaux, que ce soit de la restructuration, du resurfaçage, c'est tout coté, ça, dans un logiciel. Puis tout travaux qui va toucher ça pour les 3, 4, 5 prochaines années. Je ne me rappelle pas c'est quoi le délai d'application du programme.
mais on peut être financièrement accompagné par le gouvernement du Québec parce qu'on a fait cette démarche-là. C'est une démarche qui est essentielle et qui va avoir un impact favorable sur nos finances. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'octroi de contrat? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.7, octroi de contrat, achat de 3 conteneurs pour l'éco-centre. On a sollicité 3 entreprises, conteneurs SEA, les services de conteneurs ATS, conteneurs GSA. On a reçu un seul prix, les services de conteneurs ATS, au montant de 32 550 $. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise les services de conteneurs ATS au coût de 32 550 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 7 février 2023, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 453 00 711, poste 2022 15. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci. 6.1. Monsieur Urbain, voulez-vous en faire la lecture? Parfait, merci. 6.1. L'adoption du nom et du logo officiel du Festi-Rock de la Ville de Saint-Colomban et autorisation de faire une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger le logo et le nom du Festi-Rock. Considérant que la Ville désire protéger le nom et le logo du Festi-Rock, considérant que la Ville doit officiellement adopter et démontrer que le nom et le logo du Festi-Rock de la Ville de Saint-Colomban ont été employés au Canada, et ce, en vertu de l'arrêt CU and Canadian Athlete Fund Corporation contre le Comité olympique canadien. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu unanimement d'adopter officiellement le logo et le nom du Festi-Rock de la Ville de Saint-Colomban joint à la présente résolution, d'autoriser la direction générale ou le greffier à faire une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger le nom et le logo du Festi-Rock, et ce, pour une somme maximale de 500 $. D'autoriser la direction générale et le greffier à transmettre les preuves pertinentes d'utilisation du nom et du logo au Canada à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-701-20-494. Merci, M. Urbain. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, je vais en faire la proposition. Merci beaucoup. Ça conclut l'ordre du jour qui était soumis à des votes de la part du conseil municipal. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, comme à la normale, nous vous invitons au lutrin. Vous vous présentez évidemment votre nom et nous indiquez la rue sur laquelle vous habitez. Vous posez la question au président de l'Assemblée, donc à moi, au maire. Si jamais vous voulez faire une intervention directement à un des conseillers ou une des conseillères, vous posez votre question au président. Je redirige la réponse aux membres. Donc, par respect pour les gens qui se sont déplacés, nous allons prioriser les questions dans la salle et nous prendrons ensuite les questions en ligne transmises par la voix ce soir de Mme Émilie Sénécal. Bonsoir. J'ai 2 questions reliées à l'actualité, en fait. Je vais prendre votre nom. Joël Demey, secteur 1, excusez-moi. Rue des Gets Bleus. Il y a une semaine, bien entendu, il y a eu cette tragique événement à Laval qui a propulsé, en fait, au premier rang les autorités municipales. Et je me demandais si, à Saint-Colomban, nous avions un plan d'urgence ainsi qu'un plan de communication en cas d'urgence qui nous permettrait, en fait, de réagir aussi rapidement qu'ils ont réagi si un tel événement, Dieu nous garde, se produisait. Un événement comme celui-ci ou un autre. La crise du verglas, c'était un autre. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Étant nouveau résident, je ne sais pas. Oui, en fait, nous, on a un plan d'intervention en sécurité civile. Donc, il y a une procédure qui est établie. Puis, chaque rôle, finalement, est déterminé en fonction de c'est quoi le rôle du maire, c'est quoi le rôle de la direction générale, c'est quoi le rôle du coordonnateur de la mise en œuvre du plan d'action en sécurité civile ou du plan d'intervention en sécurité civile. Historiquement, c'est le directeur des incendies. Donc, c'est lui qui prend en charge, étant donné qu'il y a l'équipement, il y a les moyens de télécommunication. Nos derniers événements, on les a vécus, c'était des inondations. Les grands vents. Donc, les grands vents. Ce qui est difficile, toutefois, c'est
on fait un plan général, puis on ne s'attend jamais à faire face à ce qui arrive. Hein. Tu sais, ce qui s'est passé à Laval, c'est imprévisible. Là. C'est jamais arrivé avant. Puis, fait que, tu sais, évidemment, il y a une notion où on doit improviser. Je pense qu'il n'y a jamais de plan parfait. Là, tu sais, j'ai pas noté des défaillances du côté de Laval, mais il faut s'ajuster en fonction des rôles qu'on a à jouer. Par exemple, comment on gère les services d'urgence, comment on gère les personnes endeuillées, comment on gère la police, comment on gère les médias. Tout ça, c'est établi dans un plan. Quel site on ouvre pour venir en aide à la population, quel service on offre, que ce soit des services en psychologie, en accompagnement, en relocalisation, puis tout ça. Ça, on a ça. Mais évidemment, c'est une mise à jour, puis on souhaite jamais s'en servir. C'est ça que j'avais posé comme question. Est-ce qu'il y a une mise à jour régulière qui est faite? Je pense que la dernière mise à jour, bien honnêtement, ça date là, de peut-être 2-3 ans, facilement. Puis on avait eu les discussions en budget. Hein. Puis c'est toujours le dilemme, est-ce qu'on octroie des montants? Je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait décidé en budget cette année, mais il y avait une petite mise à jour qui était faite, ou à tout le moins la formation de ça. Oui, c'est ça. On avait accordé, on a accordé un budget cette année pour qu'il y ait une formation des personnes principales là, impliquées pour déterminer est-ce que tout le monde est capable de mesurer leur responsabilité dans des crises. Okay. Ça, c'est pas la même chose. Merci. Deuxième question, c'était à la lecture des Info Laurentides. J'ai pas très bien compris, en fait, une signature d'un protocole régional sur l'itinérance. Et je me demandais à quoi s'était engagée la ville de Saint-Colomban, en fait. C'est le comité provincial sur l'itinérance? C'est ça. En fait, la ville de Saint-Colomban est impliquée indirectement là, par mois. J'ai l'opportunité de siéger sur ce comité-là, mais c'est davantage l'expérience que j'ai acquise comme préfet de la MRC Rivière-du-Nord à structurer la réponse à l'itinérance en compagnie de la ville de Saint-Jérôme face à la situation qu'ils ont vécue post-pandémie, là, à partir de novembre 2021. Fait qu'on a quand même acquis des connaissances, on a interagi beaucoup dans le milieu, notamment avec le CI3S des Laurentides. Puis quand le maire de Québec, Bruno Marchand, a voulu constituer un comité, on a rapidement levé la main parce qu'on pense qu'on doit partager ce à quoi qu'est-ce qu'on a vécu, puis les compétences qu'on a acquises, que nous avons acquises à travers ça, pour qu'on puisse partager ça aux autres villes du Québec. Et je sais que Drummondville siège là-dessus, Granby siège, Rouyn-Noranda, Québec, les îles de la Madeleine, je pense. Donc, c'est un comité provincial sur l'objectif, là, c'est de documenter vraiment ce qui se passe actuellement dans les villes au Québec. Oui. Parce que historiquement, il y a eu une désinstitutionnalisation de beaucoup de problématiques en santé mentale. Oui. Puis il y a une connivence quand même avec les problématiques d'itinérance en matière de santé mentale. C'est ce qu'on voit aussi en Abitibi, puis même à Montréal, il y a une proportion plus grande de communautés autochtones en itinérance. Fait qu'il y a différentes réalités, mais en même temps, le mandat qu'on se donne, c'est de faire le portrait de ça, de calculer qu'est-ce qui retombe sur les épaules des villes, parce que cette désinstitutionnalisation-là est venue, à notre avis, avec une déresponsabilisation du gouvernement provincial. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est de faire une étude qui rassemble toutes les sommes qui ont été consacrées pour prendre en charge une chose qui n'était pas dans notre cours il y a plusieurs années. Fait que l'objectif suivant ça, c'est de faire des revendications auprès du gouvernement du Québec pour qu'il y ait, un réalignement au niveau des responsabilités de chacun pour arriver finalement à prendre en charge ou à se responsabiliser par rapport à la lutte contre l'itinérance. Puis on rencontre le ministre Carman le 6 avril prochain à Québec. Là, je l'ai su aujourd'hui, les membres du comité. Puis il ne faut pas croire non plus qu'à Saint-Colomban, il n'y a pas d'itinérance. Vous êtes, je pense que vous faites du bénévolat à l'aide alimentaire ou au centre d'entraide, je confonds des fois, aux deux. Même s'il n'y a pas d'itinérance, il y a quand même la pauvreté cachée à Saint-Colomban. Il faut s'en occuper. Je partage la valeur, puis je pense que les gens du Conseil partagent aussi cette valeur-là. On est jugé en fonction de comment on s'occupe des gens qui en ont le plus besoin. Moi, je fais de la politique avec ce principe-là. Je pense que mes collègues autour de moi partagent ça aussi. Fait que c'est comment on est capable aussi de prévenir. Tu sais, il y a plein de façons. Hein. On a Mme Caroline Campeau, qui est une agente en relations humaines, qui nous permet de voir venir les besoins. Elle est beaucoup en communication avec les gens, que ce soit au niveau des services d'incendie. Il y a plein de trucs qui sont interreliés. Donc, on a quand même plusieurs pans d'action
qu'une ville peut poser pour prévenir ce genre de choses-là. Puis on a une responsabilité de l'assumer, de la documenter, puis ensuite de le revendiquer auprès de Québec pour qu'on se fasse financer, parce qu'on est les gens, nous sommes les gens sur le terrain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Louis Auger sur la rue Lalande. Justement, concernant la rue Lalande, quand je quitte la rue Lalande, puis je croise Côte-Saint-Paul, c'est une sortie cachée. Oui, depuis longtemps. Oui. Est-ce que quelqu'un aurait un moment donné pensé à l'installation d'un miroir convexe sur le poteau d'Hydro-Québec qui est à peu près au milieu de la pente? Je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose concernant ça, là. Quand tu es dans un véhicule assez haut, qu'un 4x4, ça va bien, là, mais un petit véhicule, il va arriver un accident à un moment donné, je crois. Vous savez, M. Auger, ça, c'est la rue de ma famille, sur laquelle j'ai grandi. Puis on a appris, tu sais, on prenait des chances plus jeunes. Il y avait moins de monde à Saint-Colomban. Aujourd'hui, je ne prendrais plus cette chance-là. Historiquement, on sortait beaucoup par la rue Couture. Puis, tu sais, je pense qu'une autre décision qui pourrait être prise, c'est de la rendre à sens unique. Tu sais, sens unique, on y accède vers la rue Lalande, mais le miroir, ça peut être une solution envisagée. Je ne sais pas si on a encore des... C'est ça. Ben, je vais te laisser répondre, Valérie. Bien, bonsoir. En fait, j'ai déjà fait vérifier là, pour tout ce qui est les miroirs là, avec la direction générale de la ville, parce que j'ai d'autres rues aussi qui ont cette problématique-là. Et malheureusement, c'est pas quelque chose que la ville peut installer, parce que si toutefois il y a un accident, on n'est pas convaincu que le miroir va bien faire son travail. Il peut y avoir de l'aveuglement au niveau du soleil. Puis la ville pourrait être portée responsable si effectivement le miroir n'a pas fait son travail. Donc, je crois peut-être que la possibilité de faire une rue en sens unique, que vous puissiez sortir par la rue Couture, serait peut-être envisageable à ce moment-là. OK. Moi, je demeure complètement à l'extrémité, là, la nouvelle maison là, de 2 ans. Là. Fait noir aussi au bout de la rue. C'est un petit lampadaire au bout de la rue, ça serait... On a une petite problématique avec la rue Lalande, j'imagine que vous êtes au courant. Là. C'est une rue ça appartient à votre famille. Ouais. Si on peut dire, mais elle est surtout privée. Elle est surtout privée, fait que notre pouvoir d'intervention n'est pas comme si on avait une rue publique. Donc, la ville, tu sais, on est tout le temps... Il y a une ambivalence sur ce qui doit être fait par la ville. Puis, c'est pas la seule rue sur le territoire, là. On entraîne quelques-unes, des rues privées. Puis, il y a un paquet de statuts de rues où il y a des rues totalement privées sur lesquelles on n'intervient pas. Il y a des rues privées sur lesquelles on fait la collecte, mais on fait pas le déneigement. Il y a des rues où on déneige, on collecte. Tu sais, il y a un peu de fouillis là-dedans. Puis, tu sais, c'était un de nos objectifs de faire le ménage. De ça, évidemment, cette rue-là, à moins que le conseil me rende ça dans la gorge, moi, je touche pas tant que je suis maire. J'ai trop de... C'est familial. Fait que, tu sais, je veux pas trop que la ville, elle n'a pas vraiment à se mêler de ça. Puis de toute façon, même si on voulait, elle nous appartient pas. Fait qu'on on a des problèmes même avec le déneigement là, de cette rue-là. Là. Des fois, il y a des interventions un peu privées qui se font sur cette rue-là, puis ça crée des problèmes auprès des gens qui habitent là. Puis c'est plate. T'sais. Idéalement, on n'aurait pas à gérer ça. Puis j'aurais pas à gérer ça non plus. Donc, pour le lampadaire, je ne sais même pas si c'est dans notre cours. Parce qu'il y en a un au coin de... il est historique, tu sais. Il est historique. Au coin de Picard, là, il y en a un. Oui. C'est comme quand je suis arrivé sur cette rue-là, le stop avait été déplacé du mauvais bord. Oui, puis je m'en suis rendu compte dernièrement qu'il avait été remis à une autre place. Il a été remis dans le bon sens. Oui, c'est ça. Concernant l'affichage pour le poste d'inspecteur... en environnement? En environnement, oui. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait des postes au niveau de la ville qui seraient affichés, mais pas des postes permanents, des postes temporaires, qui pourraient intéresser des gens qui sont à leur pension, là, puis qui ont déjà travaillé dans un domaine similaire, puis qui aimeraient ça peut-être faire respecter les règlements de la ville un peu plus, là, surtout en environnement, là, ce que je peux constater. Là. Bien, ça nous fait grand plaisir d'entendre ça, M. Auger.
J'aimerais bien ça que ça soit envisagé. C'est sûr que dans la façon dont fonctionne une ville, là, actuellement, le poste d'inspecteur en environnement, c'est un poste qui est créé à même la convention collective. Oui. Donc, on a une obligation de le combler, puis le poste est vacant, puis on a des besoins. Là, ce que vous demandez, là, il faudrait créer des nouveaux postes. Puis là, il y aurait une réflexion, parce que transformer un poste temps plein en temporaire... Ça pourrait être ça. Ça pourrait être comme par contrat ou... Qui est déjà... c'est un poste surnuméraire. Oui, c'est un poste surnuméraire temps plein. C'est ça. Fait que, dépendamment, il faudrait que vous clarifiez c'est quoi votre définition de poste temporaire. Parce que, actuellement, c'est 37h30, 35? 37h30, mais surnuméraire. Donc, jusqu'à un retour imminent de congé de maternité ou d'autre chose. Là. Fait que c'est quand même temps plein. Il y a une définition de... Moi, je ferais ça 20 heures semaine. Mais là, actuellement, nous, ce qu'on cherche, c'est 37h30. Mais on a aussi, je ne sais pas c'est quoi vos... Puis, je ne veux pas faire de la sollicitation directe. Mais, on cherche aussi beaucoup au niveau de la surveillance des chantiers. Fait que, puis ça, c'est des discussions qu'on avait eues à l'interne parce qu'on le sait qu'il y a une population retraitée sur le territoire qui a énormément d'expérience en matière de construction, puis de surveillance d'infrastructures. Puis ça, là, ça nous dépannerait énormément d'avoir des gens qui sont capables de surveiller un chantier, lire des plans, gérer des entrepreneurs. Puis ça, là, si vous aviez cette compétence-là, on l'accueillerait à grands bras ouverts. Ouais. Okay. Fait qu'on est toujours... si vous avez des choses comme ça, je pense de contacter la direction générale, d'envoyer des CV, ou même vos élus, on les fait parvenir à la direction générale, mais ça nous aide un peu à... Vous l'avez vu ce soir, là. Nous, ce qu'on veut se donner, c'est une agilité. Puis l'orientation qui a été donnée à la direction cette année, c'est les postes vacants. On veut qu'ils soient vacants le moins longtemps possible, peu importe les raisons. Que ce soit un départ, une maladie, c'est des heures qui ne sont pas faites actuellement. Puis c'est des tâches qui ne sont pas réalisées, puis ça a un impact sur la qualité des services. Fait qu'il faut les combler rapidement, ces postes-là. OK. Dans un autre ordre d'idée, je voudrais savoir, moi, c'est qui ou c'est quel organisme qui a déterminé les zones de protection humide? Parce que moi, sur une partie de mon terrain, j'ai un ruisseau qui passe, là. Puis il y a des zones qui sont humides, ça, je le constate comme faux, là, puis qu'ils ont besoin d'une bande de protection, ça, c'est bien correct, je suis d'accord avec ça. Ouais. Sauf qu'il y a une partie qui est zonée sur mon plan. C'est 2,5 mètres avec un niveau laser, le niveau le plus haut du ruisseau au printemps, là. J'ai un 2,5 mètres de plus haut. Je ne vois pas la zone humide 2,5 mètres plus haut, là. Oui, il y a deux choses là-dedans. Mais en fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Puis si j'oublie quelque chose, chers collègues, vous m'indiquerez. Il y a quelques années, on a fait une cartographie des milieux humides en collaboration avec Canard Illimité. Puis c'était à Brinard, l'organisme de bassin versant, qui avait pris ça en charge. Ceci dit, c'est fait par photo-interprétation. Puis ils ont... c'est assez limite parce que c'est des photos d'interprétation, souvent en fonction de la qualité végétale, puis ce qu'ils sont capables d'interpréter avec les photos. Puis même s'ils sont capables d'identifier par les photos puis la hauteur des milieux humides de plus petite dimension, c'est beaucoup les milieux humides de 2,5 ou 1 hectare, je me rappelle plus, là, ça fait longtemps, là, qui sont garantis d'être identifiés. Fait que tout ce qui est plus petit que ça, ils peuvent être identifiés, mais il n'y a comme pas de garantie. Dans la mesure où vous, sur votre terrain, vous avez un milieu humide qui est répertorié, la seule façon de se sortir de ça, c'est que vous mandatiez, pas sortir de ça, mais si vous contestez un peu ce qui est cartographié, il faut mandater un biologiste qui est reconnu, qui va venir interpréter sur le terrain c'est quoi vraiment qui se passe pour venir contre-indiquer la photo-interprétation qui a été faite il y a quelques années. C'est beau. C'était juste pour faire de l'aménagement paysager, là. C'était pas... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville de Saint-Colomban, je pense en 2015 ou 2016, s'est voté une réglementation de bande de protection des milieux humides. Mm-hmm. Donc, il y a un 10 mètres aussi à partir de la limite du milieu humide qui est protégé.
parce que, historiquement, on avait beaucoup d'empiètement dans les milieux humides. Puis là, les gens n'étaient pas capables de distinguer. Fait que ça a été beaucoup plus simple de mettre une bande de protection de milieux humides. Ça nous évitait justement de faire face à des situations où des gens s'installaient des cabanons, n'importe quel autre bâtiment accessoire qui empiétait sur des milieux humides. Puis là, on arrivait, puis là, vous devez démolir parce que vous empiétez sur un milieu humide. OK. Puis ma dernière question, j'envisageais la construction possible d'une serre. Ouais. J'ai regardé le pamphlet. Ouais. Par la suite, j'ai été au règlement 3001, ouais, quelque chose comme ça. Pour voir que c'est défendu d'attacher. J'ai un garage séparé, moi. Puis je voulais attacher la serre après pour faire des économies au point de vue de chauffage, puis avoir déjà le chauffage du garage qui servirait pour la serre. Ouais. Puis là, j'ai constaté qu'il faut que ce soit 2 mètres. Ouais. À part une dérogation, y a-t-il un autre moyen de... Bien, l'autre moyen, c'est de changer le règlement. Puis ça, c'est le conseil municipal qui a le pouvoir de faire ça. Fait que, tu sais, il faudrait analyser... Pourriez-vous envisager ça? Bien, tu sais, évidemment, il y a une distance de deux. Un règlement, c'est toujours fait pour éviter le pire. Oui. Puis, tu sais, je peux très bien facilement expliquer pourquoi le 2 mètres existe. Pour éviter que... Oui, que le garage s'agrandisse. Que quelqu'un fasse n'importe quoi, que ce soit votre voisin, ça génère des conflits, puis tout ça, tu sais. Puis que le garage s'agrandisse aussi, ça, c'est une autre bonne raison. Tu sais, les règlements, c'est souvent, comme j'ai dit, c'est souvent fait pour éviter le pire. Là, tu sais, moi, je ne veux pas m'engager auprès de mes collègues. Certainement, ça devrait être un dossier qui est étudié au comité consultatif d'environnement si ça n'a pas déjà été fait. Peut-être jusqu'à... Vous n'avez pas fait... Tu sais, c'est pas la première fois que l'implantation des serres, cette question-là revient. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Je sais pas, vous êtes d'accord. Puis on a toujours le spectre d'éviter de favoriser l'implantation de serres de cannabis. C'est beaucoup plus facile qu'avant en faire. Mais quand on fait des règlements, malheureusement, nous, notre responsabilité, c'est de penser au pire. Mm-hmm. Fait qu'il faut faire attention, puis les serres, ça ouvre beaucoup cette possibilité-là. On en a eu des cas quand même sur le territoire, puis ça génère beaucoup de conflits. Fait que moi, tu sais, personnellement, là, on n'en a pas discuté, mais j'aurais pas tendance à aller jouer dans cette réglementation-là, malheureusement. Mais, tu sais, je pense que le comité consultatif d'environnement pourrait se pencher sur la question, puis d'arriver avec des modèles, parce que, tu sais, un règlement bien construit peut rendre possible des choses qui nous apparaissaient impossibles. Mais encore une fois, il faut avoir la possibilité de l'appliquer comme il faut. OK. Merci. Merci. Est-ce que nous avons maintenant des questions en ligne? Absolument. Donc, première question, Myriam-Henri Lemans, rue de Grenoble. Va-t-il y avoir de l'arrosage pour les maringouins cette année? Ah, bien, j'ai expliqué le mois dernier. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom, Mme Sénécal? Oui, c'est Mme Myriam-Henri Lemans. Henri Lemans? Mm-hmm. Donc, Mme Henri Lemans, j'ai fait l'explication le mois dernier que nous avions été en appel d'offres public. Je vous inviterai à consulter... C'est quand j'avais fait ça? C'est en intro ou à la fin? Je pense que c'est en intro le mois dernier. Hein? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Non, vous vous en rappelez pas? C'est soit en intro ou à la... C'est vous qui l'aviez posé? Bon, c'est à la période de questions du public à la fin de la séance. J'avais expliqué que malgré la volonté du Conseil d'effectuer un traitement sur des lieux ciblés, nous étions allés en appel d'offres, nous avions réalisé un devis et malheureusement, il n'y a pas eu d'entreprises qui ont accepté de déposer une soumission. Donc, c'est là que nous en sommes. Je donnais plus de détails le mois passé, je vous invite à aller consulter la réponse de janvier. Parfait. Bonjour, mon nom est Caroline Lavoie sur la rue du Boisé. Je voulais savoir à partir de quand le pont sur le chemin de la Rivière du Nord sera ouvert pour aller à la chute. Je vais poser la question. Bien, en fait, je ne peux même pas poser la question demain. La problématique des ponts, là, c'est la même problématique qui concerne la gestion de projet. Ceci dit, ces ponts-là dépendent de la direction de la communauté métropolitaine de Montréal parce que la façon dont on décerne le territoire lié au pont, ça dépend de la ville la plus populeuse d'un côté ou de l'autre du pont. Donc, par exemple, le pont Mackenzie-Canuta, bien que ce soit 98 % de la population de Saint-Colomban qui l'emprunte, il est considéré être la propriété du territoire de Mirabel, puisque c'est la ville la plus populeuse.
Dans le cas qui nous concerne, le pont dont vous faites mention, je pense qu'il est entièrement sur le territoire de Mirabel, donc il est entièrement sous la compétence de la direction régionale du MTQ-CMM. Donc, moi, j'ai pas d'antenne à la CMM et ce n'est pas techniquement dans ma cour. Il faudrait solliciter la ville de Mirabel ou le MTQ-CMM pour avoir la réponse. Je sais, comme vous, que des travaux étaient prévus en 2023 pour ce pont-là, mais je ne me fie plus, malheureusement, aux dates annoncées en 2019 pour la réalisation de travaux sur le terrain. Pierre-Olivier Lemieux, rue de l'Épée. Savez-vous quand Mirabel en haut va se jointer avec la rue Marc-André? Jamais. Parfait. C'est tout. Parfait. Voilà. Bonjour. Ça peut pas être transparent. Bonjour, je m'appelle Anastasia sur la rue du Mistral. Est-ce que ce serait possible de mettre des panneaux d'arrêt sur le coin du Mistral et la rue Jacques? La visibilité est un peu difficile. Je te laisserai pas, je connais pas beaucoup. En fait, la question, est-ce que c'est sur Jacques ou sur Mistral? Parce qu'il me semble que sur Mistral, il y a un arrêt-stop, mais il n'y en a pas sur Jacques. C'est quand même une pente ascendante-descendante. Donc, c'est pas mal ça ma réponse. C'est sûr, moi, je peux peut-être Mais ajouter... je peux vérifier ce soir en revenant à la maison qui est sur mon chemin. Je peux peut-être ajouter à ce que dit Mme Wilson. Maintenant, les arrêts, on essaie de les mettre quand il y a un débit similaire à des intersections. Puis, clairement, la rue Jacques doit avoir un débit plus grand que la rue Mistral. Donc, la philosophie du conseil municipal, c'est d'avoir une vitesse constante qui respecte les limites. Donc, on veut que les gens roulent à 30 en s'arrêtant le moins souvent possible. Donc, c'est pour ça vous avez vu l'installation de bosses de ralentissement permanentes. Je sais qu'il y a beaucoup de radars actuellement installés dans votre quartier. Il y en a un juste après la rue Carmen. Carmen, il y en a quelques-uns. Je pense qu'on est en analyse de données de circulation dans ce quartier-là pour justement avoir une idée du débit de circulation qu'il y a partout dans ce secteur-là. Puis c'est probablement ces données-là qui vont nous permettre de mieux répondre. Parce que clairement, si on a un débit, puis là, je n'ai pas les chiffres, là, mais si on a un débit de 200 véhicules par jour, mettons du nord au sud, qui croisent un débit de circulation de 5-15 véhicules par jour en croisée, on n'ira pas mettre des stops aux quatre arrêts. Ce n'est pas productif de faire ça comme ça. C'est un 3 arrêts. C'est un 3 arrêts en plus. Ça ressemble un peu à Bonnybrook, là, un peu de l'aigle. OK. C'est ce qu'on a fait en Mais je vais vérifier en me rendant à la maison s'il y a un stop du côté de la rue Mistral. Excellent. Juste peut-être prendre en note les coordonnées de Madame Anastasia. Merci beaucoup. Puis, Christiane, tu pourras faire un suivi, peut-être? En tout cas, quand je regarde, ça va falloir juste me donner ses coordonnées, puisqu'on n'a pas son nom de famille. Donc, si elle peut m'envoyer un courriel, là, c'est wilson@saintcolomban.qc.ca ou laisser un message dans la boîte vocale 6602, je pense. Ça devrait. À la ville, ça va me faire plaisir de faire un retour avec Mme Anastasia. Mais de ne pas se faire trop d'espoir, quand même. C'est quand même un cul-de-sac qui croise une rue principale. C'est pas un cul-de-sac. Ouais, mais pratiquement. Sur Rouen? Il n'y a pas beaucoup de... Non, c'est pas Le débit ne doit pas être égal, mettons. C'est une certitude. OK. Parfait. Bonsoir, Daniel Pichette, rue du Lac-Rainfray. À quel endroit peut-on consulter cette carte des milieux humides? Je pense qu'elle fait référence à la réponse que vous avez donnée à monsieur tantôt. C'est la MRC, le site de la MRC de la Rivière-du-Nord. Tu me permets? Oui, vas-y. Bonjour, Mme Pichette. En fait, si vous voulez, je vous ferai parvenir le lien par courriel là, sur Messenger au plus tard demain. Parfait. Bonjour. C'est du service, ça. C'est du service personnalisé. Bonjour, Dave Bérubé, rue Albert-Raymond. La Ville a-t-elle un plan pour remplacer les clôtures, bordures de béton du pont de la rivière Bonnybrook? C'est très étroit depuis longtemps. Oui, on est tellement d'accord avec vous, M. Bérubé. Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le NTQ en janvier dernier. Nous avons appris qu'ils avaient maintenant en leur possession une étude qui leur permettait d'enligner leurs décisions futures. Dans le mot « futur », évidemment, je vais être très prudent sur quelle année que ça représente.
mais on nous a garanti que ça ne faisait pas partie de la prochaine programmation. En réaction à ça, j'ai discuté avec la direction générale adjointe et je leur ai proposé que si c'est compliqué à gérer pour le ministère des Transports du Québec, ce projet-là, qui dure depuis 10 ans au moins, ça a amené une dégradation importante de la chaussée. Si c'était compliqué pour eux de faire la gestion de projet, nous, on était capable de prendre cette gestion de projet-là, quitte à recevoir les sommes du ministère des Transports du Québec pour qu'on puisse encore une fois accélérer les travaux dans la mesure où le ministère des Transports du Québec se sent débordé. Ça conclut les questions en ligne. Merci. Est-ce que quelqu'un propose une clôture de séance? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci, Mme Gravet. Je souhaite un bon retour à vous tous et toutes dans la salle et une bonne nuit aux gens à la maison. Nous nous revoyons, je pense que c'est encore le 14 mars. Le 14 mars prochain pour la prochaine Assemblée municipale de Saint-Colomban. À bientôt tout le monde. Merci.